Bonjour à tous, donc une petite vidéo en complément à celle de Soral et la Syrie, parce que j'y ai eu quelques approximations sur l'étude du cas syrien. Donc je vais faire une vidéo en évoquant les constantes et les variantes des printemps arabes. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, je vous invite à voir ma vidéo Soral et la Syrie, dans laquelle je vous présente une autre vidéo de Doré que vous retrouverez dans la playlist de vidéos que j'aimais, où il y a une interview de Bezmenov. Donc, euh, donc regardez la vidéo, comme ça vous comprendrez un petit peu qui est le personnage et ce qu'il dit. Et donc pour tout esprit un tantinet complotiste, juste ce qu'il faut pour ne pas être pris dans un esprit sectaire, je pense qu'il est possible d'admettre que si les pôles de recherche et développement nazis, et notamment tout leur savoir-faire en matière de propagande, a été recyclé par la CIA, on peut légitimement penser, conclure que les pôles recherche et développement soviétiques, notamment avec leur savoir-faire dans les révolutions, ont été aussi recyclés par la CIA. Et donc je vais tenter d'analyser avec les constantes de Bezmenov, à savoir subversion, infiltration, révolte et parfois contre-révolution, les différents cas. Donc les variantes seront le cas égyptien, le cas libyen et le cas syrien. Donc nous allons voir ça. Nous allons voir d'abord le cas de l'Égypte avec une subversion qui n'a pas été trop mise à l'œuvre en fait, parce que les élites formées pour reprendre la succession étaient les frères musulmans qui en Égypte, avec leurs œuvres sociales, pouvaient gérer un pays. C'était juste l'échelon supérieur, les œuvres sociales en Égypte des frères musulmans c'est un État dans l'État. Mais il y avait aussi, et nous allons le revoir par la suite, la formation des réfugiés politiques en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, qui une fois qu'ils ont le visa de réfugiés politiques, sont formés pour après retourner dans leur pays et en prendre les rênes. Donc voilà pour la subversion en Égypte, avec un cas particulier des frères musulmans et une constante qui sera celle des réfugiés politiques. L'infiltration n'est pas tellement possible, n'a pas été tellement possible dans le monde arabe, mais pour qu'il y ait les bonnes décisions prises au moment opportun, on peut et on a pu s'appuyer sur la corruption. Donc pour corrompre, il faut connaître les personnels qui sont en place, les modes de décision. Et donc cela a été identifié, je pense, via le projet Euro-Méditerranée, sous l'ère Sarkozy, qui a pu permettre à la CIA, à l'Empire, de voir les processus de décision et de savoir qui et quand corrompre pour que la révolte se passe bien. Dans ce processus d'infiltration, il y a certes l'infiltration du pouvoir, mais il y a aussi la préparation de la révolte. Et donc là, on s'appuie sur les fondations démocrates. Je ne me rappelle plus du nom de ces fondations démocrates, mais c'est financé par Soros et compagnie. Et donc il y a vraiment des jeunes qui sont formés aux États-Unis ou en Occident pour préparer les révolutions et autres. Donc voilà pour l'infiltration, avec la constante qui est de la corruption. Après, en Égypte, on a pu s'appuyer sur une jeunesse qui aspire à une démocratie, mais ça ne va pas être le cas dans les autres cas que l'on va voir. Enfin, la révolte. Donc la révolte, c'est justement cette jeunesse démocratique, on va dire, qui a été le bélier, comme le dit très bien Henri Guillemin. Donc la jeunesse démocratique avec Facebook et tous les outils de propagande et d'outils qui permettent une grande mobilisation et une reprise par les journaux extérieurs de cette révolte.
Et donc dans le cas de cette révolte, ce sont les jeunes qui ont servi de bélier pour que au final ce soit les frères musulmans, en Égypte qui sont soutenus régionalement par la Turquie, par le Qatar. Donc le frère musulman c'est de la franc-maçonnerie, FM, frères musulmans, franc-maçonnerie c'est un petit peu pareil. Et donc la révolte a réussi à prendre. Sauf que ces frères musulmans ont fait des erreurs grossières. Déjà, ils n'ont pas liquidé les idiots utiles. Donc, bon, c'est bien. Dans l'absolu, c'est bien. Mais dans le cadre d'une insurrection de ce système révolutionnaire, c'est d'une ingénierie d'État, c'est un petit peu stupide, on va dire. D'autre part, ils n'ont pas sacrifié le bélier, et ils n'ont pas non plus sacrifié ceux à qui ils ont pris la place, les militaires. Du coup, il y a eu la contre-révolution. Donc la contre-révolution des militaires et soutenue par les Saouds, faut le voir en fait, et on va le revoir plus tard aussi. Donc une contre-révolte, et donc les anciennes autorités se sont appuyées sur l'ancien bélier, la jeunesse, pour renverser à leur tour les frères musulmans, les contre-révolutionnaires qui avaient déjà aussi infiltré le nouvel État des frères musulmans. Al-Sisi était le général, le maréchal, et donc le ministre des armées et de la police en Égypte. Et donc ce que l'on voit maintenant en Égypte, c'est une normalisation. Donc on a liquidé les frères musulmans, on a étouffé cette jeunesse qui revendiquait, et les intérêts saoudiens vont bon train. Donc voilà pour l'Égypte. Pour la Libye, on revoit toujours le rôle des réfugiés politiques formés à l'extérieur, et cette fois-ci, la CIA, l'Empire s'est appuyé sur les ex de Guantanamo. Donc ça peut paraître surprenant, ça l'est pas. Donc on verra en fait pourquoi est-ce que ça peut impliquer. Donc comme toujours, on a pu via l'Euro-Méditerranée cibler les personnes à corrompre en fait. Sauf que dans l'infiltration, l'infiltration de l'État n'a pas été possible, mais dans la préparation de la révolution, on n'a pas pu s'appuyer en Libye sur une jeunesse qui aspire à la démocratie, parce qu'ils étudiaient, ils étaient bien lotis en Libye. Du coup, on s'est appuyé, quand je dis on, c'est les élites, hein, je ne me considère pas dedans. Donc la CIA, l'Empire, s'est appuyé sur les tribus. Donc c'est les tribus de l'Est de Benghazi qui se sont rebellées contre les tribus de l'Ouest et du Sud de Kadhafi, les Verts. Et donc la révolte, en fait, vu qu'ils se sont appuyés sur les tribus, est devenue une guerre civile, mais une guerre civile régionale. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Et donc, vu que ce n'est pas une révolte où les grands centres sont mis en branle, et que c'est vraiment tout l'État qui est mis en branle dans les différents pôles, dans les pôles urbains. Donc là, c'était vraiment une guerre de religion, et il y a eu l'intervention militaire. Donc l'intervention militaire a été possible parce que Kadhafi n'était pas soutenu par l'extérieur, et donc il a dû faire face seul à cette révolte, on va dire comme ça, qui est partie pour des raisons locales en fait, vu qu'ils se sont appuyés sur des tribus parce que la jeunesse n'était pas possible, qui est partie en guerre de région, et donc avec un soutien extérieur aux guerriers. Donc au final, les frères musulmans et les réfugiés politiques ont pris le pouvoir. La révolte, la guerre a été gagnée, la révolte est passée. Sauf que donc il y a les réfugiés politiques, frères musulmans, qui ont pris le pouvoir, mais il y a aussi des ex de Guantanamo, les tribus, parce que les tribus, elles étaient déjà en guerre contre Kadhafi, les tribus de l'Est, et elles s'étaient appuyées sur un socle idéologique musulman. Donc ces tribus qui menaient une guerre idéologique islamique combattent de nouveau,
les frères musulmans et les réfugiés politiques. Et donc en Libye, on n'a pas eu de contre-révolution, c'est toujours le processus révolutionnaire primaire qui est en cours, avec une guerre pour avoir le fin mot de cette révolte, quoi, pour gagner la mise de cette révolte. Donc il n'y a pas de contre-révolution à proprement parler. Les tribus qui s'étaient appuyées et qui continuent de s'appuyer sur une doctrine islamique sont soutenues par les Saoudiens, alors que les frères musulmans et les réfugiés politiques sont soutenus par les Occidentaux et la Turquie et le Qatar. Donc pour le cas de la Libye, on en est ici à la révolte avec une guerre des chefs pour en finir avec cette révolte et que le pouvoir échoue à quelqu'un finalement. Donc maintenant dans la Syrie, il y a toujours cette constante de réfugiés politiques venant de l'extérieur. Et dans ces réfugiés politiques venant de l'extérieur, il y avait une grande partie qui venait des frères musulmans, qui s'étaient déjà révoltés contre le père Assad. Et donc la subversion se fait comme ça, c'est les frères musulmans qui ont déjà un savoir-faire en Égypte, et puis les réfugiés politiques qui en ont un autre qui nous ont appris dans les grandes universités, les grandes entreprises américaines. Donc l'infiltration, toujours la corruption, parce qu'il n'est pas possible de poster des hommes clés au ministère qu'il faut. Donc, et le projet Euroméditerranée qui permet de cibler la corruption à venir. Donc la jeunesse, on a tenté une révolution de jeunesse démocrate, ça a échoué. Et donc devant cet échec, en fait, la CIA, l'Empire, s'est vite rabattu sur les clans sunnites. Et donc cette révolution est vite devenue une guerre de religion, et une guerre avec des intérêts régionaux entre l'axe chiite, donc Syrie, Iran, puis une partie de l'Irak, contre l'axe sunnite, on va dire, avec l'Arabie Saoudite, puis les monarchies arabes, quoi. Donc le clan sunnite est divisé, on l'a vu avec les frères musulmans, le Qatar, la Turquie, et les Saouds et les monarchies arabes. Donc la révolte a été un échec. La révolte a été un échec parce que déjà la jeunesse n'a pas réussi à contaminer les centres urbains. Et en plus, après, quand les clans sunnites ont pris les armes, la Syrie d'Assad a eu un soutien extérieur. Donc un soutien extérieur de la Russie, de la Chine, de l'Iran, bien évidemment. Donc la révolte a été un échec. Pour autant, le processus révolutionnaire n'a pas été arrêté, mais il dure plus que de 1 à 2 mois. Et donc là, il y a des gros risques. Donc, comme on l'a vu précédemment, le monde sunnite n'est pas monolithique. Donc, il y a les frères musulmans cataro-turcs contre les saoudiens. Et donc, si au départ, les frères musulmans, via l'ASL, étaient le fer de lance de la révolte, ils ont été remplacés durant cette guerre, en fait, durant cette révolte, par le front al-Nusra et donc par les guerriers, on va dire, saoudiens. Donc concomitamment à ce changement d'étendard révolutionnaire, le régime syrien a mis en place une contre-révolution. Et donc cette contre-révolution, elle est selon moi celle de l'État en Irak, l'État islamique en Irak et au Levant. Une analyse soviétique des révolutions arabes nous permet de voir que dans un monde qui n'est plus bipolaire, un acteur non prévu initialement peut venir perturber l'équation, avec l'exemple saoudien. On peut voir aussi que ce type de révolution est plus pertinent dans un pays homogène et centralisé comme l'Égypte, sans quoi le risque de guerre civile, tribale, clanique ou confessionnelle, et donc de guerre classique de position peut impacter la périphérie de la cible en aboutissant à une guerre régionale. Enfin, comme soulevé dans une vidéo que j'ai aimée du colonel Joly-Coudron, l'économie de guerre dans ces pays est tout autant contre nature que ne l'était le financement anglo-saxon des bolcheviks avant l'assassinat des Romanov et la fin de la guerre civile russe. Bonne continuation à vous.